Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, face au réchauffement climatique, l'agriculture se trouve confrontée à l'obligation de se restructurer en profondeur afin de faire face aux nouveaux enjeux de notre époque. Le vieux modèle agricole productiviste qui a permis de nourrir l'Europe d'après-guerre est aujourd'hui dépassé. La multiplication des maladies liées aux pesticides, à la mauvaise alimentation, ainsi que la responsabilité majeure de l'agriculture dans les émissions des gaz à effet de serre nous encouragent à entrer de plein pied dans la révolution agricole que nous appelons de nos vœux. La France doit développer un projet agricole paysan et écologique à la hauteur des attentes de sa population. Celle-ci réclame une nourriture plus saine et les paysans appellent de leurs vœux à une juste rémunération de leur travail. Réfléchissons à la transition du mode d'apprentissage des techniques agricoles. L'agriculture biologique ne doit pas simplement être un complément de la formation de nos futurs agriculteurs, elle doit en être le cœur. Permettons aux agriculteurs déjà installés de se former aux nouvelles techniques de production agricole et de commercialisation en circuit court. Nous estimons à 300 000 le nombre de nouveaux paysans nécessaires afin d'assurer la transition de nos modèles de production agricole vers une France écologique, respectueuse et soucieuse de la santé de ses habitants et de ses agriculteurs. Ce sont donc 300 000 citoyens qu'il faut former à un haut niveau de compétences techniques et intellectuelles. Le basculement de l'agriculture vers un modèle paysan est essentiel à la transition écologique. Cette restructuration du territoire et des modes de production peut s'accompagner de création de centaines de milliers d'emplois, je l'ai dit. L'enseignement agricole est un élément clé de la transition vers une agriculture responsable et écologique. Nous pensons que d'ici la fin de cette législature, tous les ateliers proposés aux étudiants de la filière agricole devraient devenir des ateliers en culture biologique. Monsieur le ministre, seriez-vous favorable à une telle mesure qui ne serait que la première étape de la grande révolution agricole dont l'humanité a besoin? Merci. Monsieur Larive, bon, je ne sais pas si le modèle productiviste est dépassé. Ce que je sais, c'est que nous sommes en pleine transition. Et que cette transition, moi qui ai travaillé pendant des années à la tête d'un département, Madame Antoine était également dans ce département, on a fait le premier département bio de France avec une marche forcée pour les circuits courts, etc. C'est pas moi qui vais vous dire que cette transition ne doit pas avoir lieu, je l'ai évoqué évidemment très fortement. Je pense simplement qu'on ne peut pas opposer les deux modèles. Il faut faire muter le modèle productiviste dont nous avons encore besoin. On a besoin d'une agriculture productive, excusez-moi si je vous choque, qui exporte, qui fait de la balance commerciale. On en a besoin. Et on ne peut pas opposer les deux modèles. Et il faut que simplement cette transition se fasse. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'agribashing, pourquoi moi je me bats contre l'agribashing? Parce que, y compris dans l'agriculture conventionnelle, dans l'agriculture productive, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les agriculteurs parce qu'ils vivent au milieu de tout ça. Hein. Ils ne mettent pas des intrants, des produits phytopharmaceutiques pour se faire plaisir parce qu'ils y vivent dedans, ils respirent et tout cela. Hein. Donc je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Est-ce que ça évolue aussi vite? Assez vite, jamais assez vite. Mais en tout cas, sachez que la volonté du gouvernement et ma volonté, c'est de faire cette transition la plus forte possible parce qu'elle est indispensable. De toute façon, elle est indispensable parce qu'elle est demandée par la population. Elle est indispensable parce que demain, les consommateurs, lorsqu'ils vont acheter des produits, ils feront le choix. Hein. Et troisièmement, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on parle, et je vais répondre à votre question sur la répartition de la valeur et la rémunération, honnêtement, c'est plus rémunérateur d'avoir des produits bio, des produits en circuit court, que des produits non bio et en circuit très très long. Sur la rémunération, bon, le Parlement a voté la loi Egalim suite aux États généraux. Les États généraux ont été un succès absolument phénoménal. C'est, je crois, la première fois que tout le monde, tous les acteurs possibles et imaginables étaient autour de la table. Beaucoup d'entre vous ont dit que la loi Egalim avait fait pchit, n'était pas un, moi je vous parle franchement, hein, n'était pas un succès, que l'on avait raté le coche après les États généraux. Je pense que c'est un peu tôt pour dire cela, dans la mesure où la loi Egalim, elle n'est pas encore mise en application. Elle a été promulguée, les décrets d'application ne sont pas encore signés. Le premier acte que nous allons faire, c'est demain en Conseil des ministres, où je vais présenter les ordonnances. Et ces ordonnances vont être très importantes. C'était ce qui était demandé par toute la profession, y compris par la GMS et y compris par une grande surface qui aujourd'hui a l'air de faire de la communication un peu inverse, mais qui avait acté les choses. C'est de se dire, aujourd'hui, il y a quand même un scandale absolu, c'est que les agriculteurs ne vivent pas de leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils vendent des produits en dessous du prix de revient. On le voit dans tous les secteurs. Et ça, ce n'est plus possible. Et donc, pour augmenter
de vente d'amont. Ce que nous avons demandé, ce qu'ont demandé les États généraux et la loi Egalim que vous avez voté, enfin pas tous, mais qui a été voté au Parlement, c'est il faut que les interprofessions, que les filières mettent des indicateurs de prix, des indicateurs de coûts. Et c'est à partir des indicateurs de coûts des interprofessions que les négociations commerciales démarrent. Or, toutes les interpros n'ont pas encore mis en place leurs indicateurs. Pourtant, ça fait un petit moment. Donc, je les ai toutes vues la semaine dernière. Je pousse là aussi à marche forcée. Demain, les ordonnances que nous allons présenter sont très simples. La première concerne les 10% de seuil de revente à perte. Là, je crois qu'on est tous d'accord, que vous ayez voté la loi ou pas voté la loi. Je pense que là, on est absolument tous d'accord, parce que c'est la seule façon que la valeur soit mieux répartie, à condition que tous les maillons de la chaîne jouent le jeu. Hein. Et moi, je n'accepterai pas, et nous le dirons publiquement avec Bruno Le Maire, nous n'accepterons pas que les consommateurs soient pris en otage au détriment des agriculteurs. Parce que les agriculteurs sont aussi des consommateurs. Et qu'on ne peut pas dire aux consommateurs, ce produit peut coûter plus cher, c'est parce que les agriculteurs veulent gagner plus d'argent. Ça ne serait pas acceptable. Alors que la répartition de la valeur doit faire en sorte que ça ne coûte pas plus cher quand on va aller dans les étals des grandes surfaces, mais que la valeur soit un peu mieux répartie. La deuxième ordonnance qui va être prise demain matin, tout cela prendra effet durant les négociations commerciales, c'est celle des promotions. Et là, je dis d'autant plus aisément que c'est pas moi qui ai fait les États généraux, c'est pas moi qui ai fait la loi Egalim. Donc je la défends. Oui, et vous l'avez pas votée, mais je la défends très. Oui, mais je crois que c'est très important. Je crois que c'est très important parce que la deuxième, c'est les promotions. Aujourd'hui, c'est pas possible que dans un magasin, on dit pour un produit acheté, on vous en offre 3, ou enfin on vous en donne 2 gratuits. Ça sera interdit à partir du 1er janvier. Ça sera interdit à partir du 1er janvier. Et ça, c'est une révolution totale. Totale. Et à partir du 1er mars, au 1er janvier, ça sera en valeur, et à partir du 1er mars, ça sera en volume lorsque les négociations commerciales termineront. Et la volonté que nous avons, c'est que ces négociations commerciales se passent différemment de la façon dont elles se sont passées les autres années. Et donc, par rapport au modèle, et je termine, je suis un peu lent, vous avez posé beaucoup de questions en peu de temps, et la dernière question, c'est vraiment la volonté qu'a ce gouvernement, et que nous avons tous, c'est garder cette agriculture familiale. C'est les agricultures familiales que nous voulons. Ce ne sont pas des grandes fermes industrielles. Mais je dois vous dire quand même que moi, j'étais très choqué lorsque j'ai vu la semaine dernière une ONG qui a montré du doigt, qui a donné les adresses de ce qu'on appelle des fermes-usines, qui ne sont pas des fermes-usines. D'ailleurs, après, elle a fait mea culpa et elle s'est excusée auprès. Parce qu'il faut vraiment faire attention de ce que l'on fait. Parce qu'une ferme... une ferme où il y aurait 200 têtes de bétail avec 6 associés, c'est pas une ferme-usine. Parce que des fermes-usines, moi j'en ai vu en Chine, je peux vous dire que c'est pas 6 associés et 200 têtes de bétail. C'est un chef, enfin un patron, quoi, et c'est 3000 bêtes. Hein, c'est ça une ferme-usine. Donc faisons très attention. La volonté du gouvernement et la volonté, je pense, de tous les bancs de l'Assemblée, c'est de garder nos structures familiales telles qu'elles sont. Mais en même temps, il faut se développer, il faut être compétitif, mais en aucun cas vouloir aller dans les fermes-usines.